Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Libéria rassure les autorités ivoiriennes sur son engagement à renforcer ses relations dans le domaine sécuritaire avec la Côte d'Ivoire. Le chef de la diplomatie libérienne à la tête d'une délégation ministérielle à Abidjan. Une visite qui se tient quelques jours après l'attaque du camp militaire de Ndoutré avec l'interpellation des ressortissants libériens. Le ministre des Transports explique les réformes dans le secteur et annonce les grands chantiers à venir. Professionnalisation des acteurs du transport, renouvellement du parc automobile, faciliter la mobilité des populations. Des projets qui avancent, rassure Amadou Koné. Il était ce jeudi l'invité de la tribune initiée par le quotidien Le Patriote. De 50 000 francs CFA à 25 000, le coût du test PCR de Covid-19 est désormais harmonisé dans l'espace UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, pour les voyageurs utilisant le transport aérien. La Côte d'Ivoire a donc adhéré à cette disposition collégiale inter-État, ce qui met fin donc à l'ancienne méthode. Dans ce journal, on verra les implications pour les populations. Et puis au Tchad, après une matinée de violence, le calme semble être revenu dans la capitale N'Djamena. La coordination citoyenne Ouakat Tama appelait à des marches dans tout le pays pour protester contre les autorités de transition. Les forces de sécurité largement déployées dans les rues ont empêché ces manifestations. Un livre nous déroule la vie de ce guide religieux au service de sa communauté et de son pays. Son charisme et son immense foi en Allah le hissent à la tête de la Oumma ivoirienne, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, une organisation que le cheikh Aïma Bouakari Fofana va diriger pendant plus de 10 ans avant de nous quitter l'année dernière. Cheikh Bouakari Fofana, l'homme, sa vision et son œuvre, c'est le titre de l'ouvrage sous la plume de Touré Aliou, l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Alors, un an après le souvenir de sa disparition et les sanglots ont du mal vraiment à quitter les cœurs. Mais pour vous, il était vraiment important de mettre noir sur blanc cette vie de cet homme. Bien sûr, parce que comme vous l'avez dit, le souvenir est encore vivace dans les esprits. Parce que simplement, l'homme aura donné à la fonction de guide religieux musulman une dimension internationale, une dimension qui a permis à toute la communauté de voir l'importance de ce rôle-là. D'accord. Donc, dans une trentaine de minutes, nous allons revenir sur les dimensions nationales, internationales, son œuvre sociale et son implication dans la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On vous retrouve donc tout à l'heure le temps de faire le tour de l'actualité. Une délégation ministérielle du Libéria reçue par le ministre de la Sécurité. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire. Cette visite fait suite à l'attaque de la base militaire de Ndoutré. Un reportage que nous allons retrouver dans quelques instants au cours de cette édition. C'est l'heure du bilan. Au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo était face à la presse. Il a rappelé les efforts d'amélioration de la gestion des finances publiques, des réformes initiées qui vont se poursuivre. Cheikh Koné. C'était ministre du Budget et du portefeuille de l'État très à l'aise sur les thématiques qu'il abordait face aux journalistes. C'est par le chapitre de la gestion budgétaire que Moussa Sanogo débute son oral. Il égrène pêle-mêle les réformes engagées, le basculement au budget programme, l'augmentation du budget national et la mise sur pied du système intégré des opérations budgétaires. Les principaux résultats, donc, c'est une consolidation budgétaire. Alors, vous avez un déficit budgétaire qui était de moins 3,3 points de PIB en 2017 et qui est ressorti donc à moins 2,3 points en 2019. Donc, ce qui indique en tout cas une maîtrise accrue de l'évolution du déficit budgétaire. Alors en 2020, là vous avez l'effet Covid, on est ressorti à moins 5,6%. Mais comparé aux grands pays qui ont quelquefois des déficits budgétaires à 2 chiffres, on peut considérer quand même que les performances réalisées en Côte d'Ivoire sont plutôt remarquables. Sur le chapitre des marchés publics, Moussa Sanogo a rappelé toutes les décisions prises en faveur des petites et moyennes entreprises locales. Vous avez l'augmentation de la part des marchés réservés aux PME, qui est passée de 20% à 30%. Ça, c'est la part réglementaire. Mais dans les faits, aujourd'hui, les PME, c'est près de 40% à la vérité de marchés qu'elles ont. Mais de façon réglementaire, on fait en sorte qu'au moins 30% des marchés leur soient réservés. Alors, vous avez le taux maximum des garanties de soumission, ça c'est un terme un peu technique,
En gros, lorsque on passe marché, les soumissionnaires doivent apporter une petite garantie au cas où les choses ne se passent pas bien. C'était par le passé 3% des montants des marchés. Pour les PME, quelquefois c'était un peu difficile. Ça a été baissé de moitié, ramené à 1,5% pour encourager et faciliter leur participation. Toutes ces réformes ont contribué à renforcer l'efficacité de la dépense publique, a laissé entendre le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État à la fin de son oral. Cet exercice, Moussa Sanogo entend l'institutionnaliser afin d'exercer le principe de transparence dans l'accès à l'information publique. Un autre grand oral, 3 heures durant, il a expliqué toutes les orientations. Le ministre des Transports était l'invité des rendez-vous du quotidien Le Patriote. Amadou Koné a exposé les défis stratégiques de ce secteur. Il est revenu sur la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Noël Niagno. Invité de la rédaction du journal Le Patriote, le ministre Amadou Koné des Transports s'est rendu au siège du journal à la rencontre des journalistes. Un secteur stratégique au cœur de l'actualité. Les raisons conjoncturelles, les nombreux accidents qui endeuillent les familles. De 2013 à 2018, on a observé un accroissement de 21% d'accidents, du nombre d'accidents, 37% du nombre de blessés. Et ce qui est dramatique, on a un accroissement de 79% du nombre de morts. Il faut freiner l'hécatombe. Comment? En agissant en amont. Les gendarmes remplacent pour 3 mois les inspecteurs d'auto-école pour la délivrance du permis de conduire. Parce que les gendarmes de 78 à 86 participaient à l'inspection des permis de conduire. Au-delà de ce côté sombre, les performances du secteur du transport sont légion. Le gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures de transport. Que ce soit le transport routier, interurbain ou dans les villes. Vous avez aujourd'hui plus d'une centaine de villes, quasiment la totalité des grandes villes qui ont vu leur réseau routier s'améliorer. Toujours au niveau des infrastructures, dans le transport aérien, dans le transport maritime, il y a eu des investissements colossaux et qui portent des fruits. Des réformes de fond et de forme, certes, mais des défis sont à relever. Quand je prends Abidjan, il y a 15 millions de déplacements par jour. On a une capacité aujourd'hui de 6 millions, à peu près 5 à 6 millions. Il y a 9 à 10 millions de nos concitoyens qui ont du mal à se déplacer dans Abidjan. Des efforts importants sont faits par l'État. C'est l'accompagnement du transport, notamment de taxis, qui est en cours et qui va se poursuivre. C'est la réalisation à terme, d'ici 4 ans, de la première ligne de métro. C'est la construction de couloirs de bus rapides, dédiés aux bus rapides. Amadou Koné est conscient de cet état de fait et veut s'y employer avec rigueur et abnégation. Il a relevé dans le monde agricole, la Côte d'Ivoire ambitionne de mécaniser son agriculture. Cette volonté est soutenue par l'Union européenne. L'UE a octroyé plus de 11 milliards de francs CFA pour l'installation de centres de prestations de services agricoles mécanisés. Les tracteurs remis aux gestionnaires par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. De Yamoussoukro, le reportage de Soro Corona. Des tracteurs et accessoires remis officiellement aux gestionnaires des centres de prestation de services agricoles mécanisés, CPSAM, par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous promettons de mettre tout en œuvre pour que les producteurs, dont ceux du manioc en particulier, tirent le meilleur profit de ces engins agricoles à travers des travaux bien réalisés et à des coûts très réduits. 4 localités bénéficient de la phase pilote dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher Pro 2M, à savoir Yamoussoukro, Boaflé, Toumoudi et Bouaké. Projet mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, afin de contribuer à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à faire face au changement climatique dans les filières manioc et maraîcher. Ce projet novateur est financé par l'Union européenne à hauteur d'1,1 milliard de francs CFA. Pour le projet, il ne s'agit pas seulement de fournir des machines et des équipements, mais aussi d'accompagner les 4 CPSAM qui fourniront des prestations aux producteurs de manioc. Chacun de ces 4 centres sera donc accompagné de formations sur toute une année
d'un coût global de 600 millions de francs CFA. Pour Kobena Kwasi Adjoumani, la volonté du président de la République Alassane Ouattara de mécaniser l'agriculture ivoirienne rentre dans sa phase active. Cette mécanisation agricole devient cruciale lorsqu'il s'agit du secteur vivrier, secteur qui concentre le plus de femmes et le plus de jeunes et qui est le garant de notre sécurité alimentaire. Malheureusement, le secteur vivrier reste encore tributaire du travail manuel avec encore des outils rudimentaires comme la daba et la machette. Chaque centre dispose de 2 tracteurs équipés d'une charrue, d'un pulvériseur à 2 roues semi-portées, d'une sous-soleuse, d'une bionneuse et d'une remorque. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption continue sa visite sur le terrain. Epiphane Zoro s'est rendu au Centre national de traitement des informations financières. Il s'imprègne du fonctionnement et des conditions de travail des agents. Astou Touré. Le ministre Epiphane Zoro Balo poursuit sa visite de prise de contact au sein des structures sous tutelle. Après la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption est au Centre national de traitement des informations financières, CENTIF. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette structure et des conditions de travail. C'est pour nous un devoir de regarder, de faire l'état des lieux du dispositif que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place en vue de renforcer la lutte contre la corruption et toutes les infractions assimilées pour que la question de la transparence dans les transactions financières, la question de la supervision de toutes les opérations financières qui pourraient être suspectes soit respectée pour que donc la vision du président qui est de lutter contre la corruption et les infractions assimilées soit véritablement une réalité. La corruption est une infraction sous-jacente au blanchiment des capitaux. Et au nombre des infractions dont nous avons connaissance que nous traitons, ce sont tous ces crimes-là contre lesquels nous luttons, y compris la cybercriminalité. Une visite de prise de contact, de travail et d'échange qui va s'étendre à d'autres structures toujours sous tutelle. Et on revient sur ce titre de l'actualité. Une délégation ministérielle du Libéria, reçue par le ministre de la Sécurité. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays dans le domaine sécuritaire. Cette visite fait suite à l'attaque de la base militaire de Ndotré. Le reportage de Abou Sanogo. Échange entre la délégation ministérielle du Libéria conduite par son ministre des Affaires étrangères dit Maxwell Sam Kemaya et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Djomandi. Une visite qui fait suite à l'attaque sur les positions de garde de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. La délégation ministérielle libérienne, qui s'est félicitée de l'excellence des relations entre les 2 pays, a transmis le message du président de la République libérienne, Georges Mané Weah. Porter un message spécial de son Excellence Dr Georges Mané Weah au président Alassane Ouattara relativement aux attaques sur les postes de base militaire de Ndotré. Et nous avons rassuré Monsieur le ministre en lui disant qu'aucun pouce du territoire libérien ne servira à inquiéter les Ivoiriens. Qu'une contrée du territoire libérien ne servira également aussi à inquiéter non seulement les Ivoiriens, aucun pays de la sous-région, aucun pays faisant partie du fleuve Mano. Nous avons décidé de faire en sorte que les 2 parties puissent travailler davantage au niveau de la frontière, de sorte à non seulement fluidifier le déplacement des personnes et de veiller au grain relativement à toutes ces personnes qui mènent ces genres d'activités. Après cette visite, le ministre de la Défense libérienne Daniel Zianka Jr. a été reçu par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, pour une séance de travail. La sécurité aux frontières, le terrorisme sont entre autres les sujets débattus. Et toutes ces questions de sécurité collective nécessitent, selon eux, une attention de tous les instants pour le bonheur des populations. Et le Libéria entend œuvrer avec les autorités militaires ivoiriennes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Libéria, nous a envoyé en terre ivoirienne afin d'échanger avec les autorités militaires
pour trouver des solutions communes pour la sécurité à nos frontières. Il a été aussi question de réviser le mémorandum d'entente existant déjà entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, en y incluant les différents services, notamment les services de l'immigration, la police et tous les services concernés. La délégation libérienne séjournera en Côte d'Ivoire du 6 au 11 mai prochain, au fin de rencontrer les autorités ivoiriennes. On reste dans le domaine de la coopération. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'engagent à mutualiser leurs efforts pour la paix. Ils entendent partager leurs expériences afin de parvenir à une réconciliation durable dans leurs pays respectifs. Une déclaration faite par les ministres en charge de la réconciliation au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Kwadjo Konan-Bertin a reçu son homologue burkinabé, Didier Nguessan. Porteur d'un message du chef de l'État burkinabé à l'endroit de son homologue ivoirien, le ministre en charge de la réconciliation au Burkina Faso a trouvé opportun cette escale au cabinet du ministre Kwadjo Konan-Bertin. Zéphirin Diabré et Kwadjo Konan-Bertin entendent mutualiser leurs expériences dans le cadre de la réconciliation afin d'assurer à leur mission commune le succès escompté. Propos réitérés par le ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion sociale qui promet lui emboîter le pas avec en prime la fraternité entre les deux peuples. Liés par une communauté de destin, les peuples ivoiriens et burkinabés marche dans les sillons tracés par les pionniers qui ont su construire cette coopération ivaro-burkinabé. Dans l'actualité politique, ce soir, on se rend dans le Nord, à Ferké. La délégation départementale du RHDP a initié une formation. Les militants du Tchologo engagés à se préparer pour les échéances à venir. C'est un reportage de Siekwasi et Janatoubé. C'est une première dans l'histoire de la marche de la délégation départementale RHDP de Ferké-Sédougou. Les militants formés dans la perspective des futures échéances électorales, notamment les municipales et les régionales. Nous voulons maintenir justement notre leadership sur le terrain. Nous l'avons déjà montré aux sorties des législatives, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce que les autres sont aussi sur le terrain. Je veux donner les outils nécessaires à mes militants. Je veux que mes militants soient des militants convaincus. C'est l'objectif que je recherche. Ils sont 92 militants à recevoir la formation portant sur 3 thèmes. La vision du parti, la discipline du militant et le militantisme engagé. Le délégué départemental RHDP de Ferké-Sédougou, Ouattara Alain Blidia, initiateur de la formation, s'est attaché les services de la DAFIP, direction exécutive adjointe chargée de la formation et de l'Institut politique, structure à charge de la formation politique au sein du RHDP. Nous leur avons demandé surtout de rester solidaires, mobilisés et de discipliner leurs actions, de sorte que toutes les informations ou tous les messages qui viennent de la direction soient des messages qui soient pris en compte dans leurs différentes actions. La délégation départementale du RHDP de Ferké-Sédougou est dans une dynamique de renforcement de son assise, de l'engagement de ses militants. Des militants qui, dans un élan collectif, offrent leur collaboration pour une riposte contre le terrorisme qui menace la Côte d'Ivoire. Et l'actualité, c'est aussi cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration pour le croyant, car elle offre le pardon de ses péchés à celui qui se livre à un recueillement sincère au repentir et à l'invocation. C'est ce soir, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Elle intervient à quelques jours de la fin du mois de Ramadan. Pendant cette soirée, les musulmans se rendent à la mosquée pour prier. Une bonne partie de la nuit, la célébration officielle se tient à la grande mosquée de la Riviera. Une rupture collective au ministère des Affaires étrangères. L'amicale des musulmans de ce département ont partagé un repas, un moment de prière et de bénédiction en présence de la ministre d'État Kandia Camara. Lorgoretti, Alexis Ouedraogo. À l'appel de la prière de Maghrib qui marque la rupture du jeûne, le personnel du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a rompu le jeûne du jour dans un esprit de communion et de fraternité. Les objectifs du jeûne pendant ce mois béni du Ramadan sont, entre autres, de lui inculquer l'autorégulation dans le but d'en faire un acteur productif et discipliné au sein de la société.
C'est donc fort de toutes ces valeurs que les musulmans du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora ont souhaité organiser la présente cérémonie. Le jeûne musulman, qui consiste à s'abstenir de boire et de manger, a surtout pour objectif d'accroître la piété du croyant. En tant qu'adorateurs d'Allah, nous ne devons pas perdre de vue les valeurs incarnées dans le 4e pilier de l'islam qu'est le jeûne. Les valeurs d'union, de solidarité, de partage, d'entraide avec les frères et sœurs de tous bords religieux. Les guides religieux présents ont formulé des prières pour le ministère, la Côte d'Ivoire, ainsi que ses dirigeants. Le tratra, le moumi, l'aller-retour des mets qu'on retrouve sur les tables pendant ce mois de Ramadan. Après le jeûne, rendez-vous au Palais de la Culture le 29 mai pour la 3e édition du festival Les Goûters de mon enfance. Des gourmandises qui ont des valeurs nutritives certaines, nous apprend Franck Adio. C'est mai, on en a tous consommé. Le tratra, le cré-cré, l'aller-retour, le bofloto, le cracro. La liste n'est pas exhaustive, mais il consacre un festival. Le pas est franchi. La 3e édition des Goûters de mon enfance reste dans l'optique de porter l'importance des alliances interethniques. Le thème choisi. Nous avons une richesse culturelle qui est tellement diverse et qui, du sud au nord, épouse les saisons agricoles, les cultures agricoles que nous avons. Donc quand vous avez du coco, vous avez tous les goûters à base de coco. On connaît le plus souvent le coco grillé, mais on ne connaît pas le montoï. Vous avez le maïs, il y a une bouillie à base de maïs concassé. Vous avez avec la banane, la piti, c'est de la banane qui est faite dans les feuilles. Les jeunes ne connaissent pas. Ou bien alors vous avez du tonso, vous avez du faro. On a toute une diversité à partir de nos produits agricoles. Donc le festival Les Goûters de mon enfance, c'est de permettre à tout le monde de redécouvrir les goûters qui sont dans nos traditions. Et c'est bio. Cuisson et goûter de mon enfance sera le 29 mai prochain au Palais de la Culture et des innovations sont attendues. Donc l'initiative, c'est le concours Challenge BIM. Nous avons nos mets. On ne veut pas changer la recette traditionnelle, mais il faut améliorer la présentation. Donc si vous prenez du claclo à l'huile rouge chez une maman, vous devez pouvoir faire preuve de créativité et le présenter autrement. Et aussi, l'une des préoccupations, c'était concevoir un abri urbain pour nos mamans. Valeurs culturelles et touristiques, les goûters de mon enfance, le concept à la caution des ministères de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, ainsi que le tourisme, sans oublier l'appui institutionnel de l'UNESCO. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, après une matinée de violence, le calme semble être revenu dans la capitale N'Djamena. La coordination citoyenne Wakitama a appelé à des marches dans tout le pays pour protester contre les autorités de transition instaurées après la mort d'Idriss Déby. Le conseil militaire a officiellement interdit cette manifestation. Les forces de sécurité largement déployées dans les rues, policiers et militaires stationnés à de nombreux endroits. Les marcheurs qui avaient osé sortir ce samedi matin ont très rapidement été réprimés. Ici en Côte d'Ivoire, le roi de Mossou, Nana Kanga Assoumou, célèbre le 30e anniversaire de son règne. C'est le 21e souverain du royaume. Plusieurs personnalités ont pris part à la célébration. Sa contribution au développement du Sud Como est saluée. On le voit avec Sidonie Davila. Célébration en pompe pour une royauté d'exception. 30 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou. Le roi de Mossou est au service de son peuple depuis 1991. Aucun souverain n'avait atteint cet âge. Pour les autorités, c'est un devoir de reconnaissance pour un bilan satisfaisant. Alors que des remous sociaux ont ébranlé ces dernières années la quasi-totalité des villages abourés, vous avez su œuvrer à la préservation de la cohésion et de la paix sociale ici à Mossou. Pour les festivités du 21e souverain de Grand Bassam, le peuple abouré et hier à ce grand rendez-vous culturel et traditionnel a sorti le grand jeu.
La célébration du 30e anniversaire de règne du roi de Mossou, une cérémonie parrainée par Ibrahim Magassa, cadre de la région du Sud Comoé, placé sur le patronage de Eugène Akaouélé, président du conseil régional. Si au Sud Comoé, les royaumes symbolisent la richesse de notre admirable patrimoine culturel, en étant le reflet de notre identité première dans notre diversité, vous, Majesté Nana Kanga Asomou, vous êtes le garant de la pérennisation et de la durabilité de notre première valeur morale. En communion totale avec Ibrahim Magassa, le parrain de la cérémonie, je vous annonce nos dons ainsi qu'il suit. Un tableau en bronze, un véhicule neuf pour vous, Majesté. 4 mai 1991, 4 mai 2021, les festivités démarrées depuis le 4 mai dernier connaissent leur apothéose ce samedi 8 mai. Une solennité qui a drainé du monde et réuni plusieurs personnalités de marque. C'est un roi qui a inscrit les us et les coutumes, qui a modernisé aussi certaines de nos traditions pour qu'elles s'adaptent à l'urbanisation de Grand Bassam. Nous sommes ici pour magnifier la réconciliation nationale, la cohésion sociale et dire que la chefferie traditionnelle doit jouer sa partition dans la volonté du chef de l'État de faire en sorte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se rassemblent pour parler de développement. Il est à l'écoute de son peuple et le roi Assoumu Kanga est également un acteur de développement par les réalisations qu'il a dans la ville de Grand Bassam. Pour le peuple abouré et hier, c'est une cérémonie belle en couleurs et en son pour dire joyeux anniversaire au roi, longue vie à sa majesté Nana Kanga Asomou. Et on s'intéresse à la lutte contre la Covid-19. Restons mobilisés dans le respect des mesures pour vaincre cette pandémie. Voici les chiffres de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 41 nouveaux cas de Covid-19. À la date du 8 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 46 385 cas confirmés, dont 45 811 personnes guéries. Le 7 mai, 16 570 personnes ont été vaccinées, soit un total de 252 317 personnes vaccinées contre la Covid-19. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA harmonise le coût du test Covid-19. Il est désormais fixé à 25 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Une décision qui vient comme une solution au coût des tests PCR appliqués et variant d'un pays à l'autre. La Côte d'Ivoire a donc adhéré à cette disposition collégiale inter-État, ce qui met fin au paiement des 50 000 francs CFA. Des détails avec Franck Adio. 5 août 2020, l'État ivoirien conditionne tout départ du pays ou toute arrivée en Côte d'Ivoire par la présentation d'une attestation de test Covid négatif. Le coût, 50 000 francs CFA payable en ligne, c'est le test PCR. Une décision d'urgence prise par plusieurs pays, mais à la pratique, beaucoup de coûts fantaisistes, voire de surcoûts d'une capitale à l'autre, sans oublier le tarif jugé élevé par certains. Je trouve que quand même, pour un virus qui a pris à l'international, tout ça, on ne devrait pas payer aussi cher. Une situation résolue désormais à l'échelle sous-régionale. La 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le 25 mars dernier, a harmonisé le coût. Le test PCR pour le voyage inter-État passe désormais à 25 000 francs CFA. Ce coût a été révisé et harmonisé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 25 mars 2021, qui fixe désormais à 25 000 francs CFA le coût du test PCR de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Le communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle confirme l'adhésion de la Côte d'Ivoire. Le Mali, la Guinée-Bissau, entre autres États, ont aussi produit des communiqués. C'est une décision saluée. Je pense que c'est une bonne chose, puisque tu vas voyager, tu vas payer pour des passeports, tous les tralala à faire pour pouvoir voyager. Les 25 000,
c'est abordable, c'est bon. Parce qu'au moins, ça réduit un peu les coûts, puisqu'il y a plusieurs dossiers encore à fournir. La Covid est venue avec quelques situations qui n'ont pas été aussi faciles que ça pour les commerçants. Donc, je suis ravie aujourd'hui qu'il y ait une réduction. Notons-le, le coût du texte Covid inter-État est applicable depuis ce vendredi 7 mai dans l'après-midi. Voici notre rendez-vous de tous les samedis soirs avec la culture. Pour commencer, et si on libérait en zouglou? Les meilleurs de ce rythme musical sont connus, les éléphants d'or du zouglou. Première édition, Yodé et Siro Ralph, la palme du meilleur groupe. Plus d'une vingtaine d'artistes et de personnalités culturelles récompensées. La RTI reçoit un prix pour l'apport constant en faveur de la promotion du zouglou. Franck Quadio. Leurs initiales comportent bonheur. Le duo Yes, Yodé et Siro, Éléphant d'or 2020 consacrant les meilleurs groupes de la sphère zouglou. On a fait 5 prix, nous disons merci à Dieu. Nous disons à nos petits frères et à nos frères, nos collègues qui sont dans le zouglou de continuer de travailler. Seul le travail paye. Meilleure vente, meilleur album, le titre de l'année. Plusieurs distinctions pour un élan plus abouti. Mais aux côtés du duo, d'autres têtes fortes du genre sont primées. Les leaders meilleurs de la génération junior, Coco Hilaire pour le clip, Jessica, artiste féminine, plus d'une vingtaine de nominés. Et des distinctions et récompenses à profusion, des choix validés uniquement par le vote du public via un serveur. Et cela n'est pas fortuit selon le promoteur. L'idée derrière cette activité, c'est d'orienter les artistes zouglou au digital. Parce qu'on a constaté que le digital est très loin des artistes zouglou. Et aujourd'hui, pour nous, il est impérativement important d'initier nos fans au digital, d'initier les artistes au digital, afin de permettre aux zouglous de passer à une autre étape. Parce qu'aujourd'hui, c'est le digital ou rien. Une première édition pour valoriser le rythme, né dans les années 90 et porteur d'espoir pour plusieurs générations. De quoi susciter l'adhésion des précurseurs. C'est comme un championnat. Dans le championnat, ce n'est pas toujours la même équipe qui est première. Et c'est ça qui fait et qui stimule les autres à devenir demain les premiers, à travailler. Et je pense que le zouglou aujourd'hui a besoin de ça, de cette émulation-là. Des artistes célébrés, mais aussi des prix pour les acteurs et mécènes, dont la RTI, qui dès le départ aura supporté le rythme. Un rythme qui depuis longtemps n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Illustration, Campus Ambiance, venu du Burkina Faso. Toujours des gars qui font tout ça, c'est la positif. Et puis tu vas rester tranquille. Et on retrouve l'invité de la page culture en cette nuit du destin. Quelle belle coïncidence pour parler d'une haute personnalité religieuse qui, toute sa vie durant, était au service des autres. Cheikh Aïman Boakari Fofana, l'homme, sa vision et son œuvre. C'est le titre de l'ouvrage Sous la plume de Touré en Liu, qui est l'invité de la page culture. Alors, avant tout, l'historienne française Maria Miron, dans son œuvre intitulée Islam, Histoire et modernité en Côte d'Ivoire, à la page 301, dit de lui: Aboubakar Fofana fut le grand stratège, le principal architecte du réformisme islamique ivoirien. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord, M. Koulibaly. Parce qu'en fait, ce que je dis aussi dans l'ouvrage que vous avez en main, c'est qu'il est le principal artisan de l'œuvre d'édification de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Une communauté qui était désunie, fragmentée, sans organisation, sans but et sans leader dans les années 70. Et lorsqu'il revient de ses études du Caire, il décide donc d'aider cette communauté, de l'installer, de la structurer, de l'organiser. Et au bout de 40 ans après, on voit le succès. Et donc cette communauté, de par son action essentiellement, il a travaillé bien sûr avec d'autres, mais il est le principal fil conducteur qui a permis d'arriver à l'organisation que nous connaissons de la communauté musulmane. Alors, votre écrit biographique nous plonge donc dans les pas de l'un des guides de l'islam en Côte d'Ivoire les plus remarquables de par son impact sur la religion et par sa pratique. Franck Quadio revient sur cet ouvrage qui contient l'itinéraire estudiantin et professionnel de Cheikh Boakari Fofana. Des prêches et sermons que les fidèles musulmans n'entendront plus. Mais le devoir de mémoire doit rester vivace et il est réussi dans cette biographie. Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision.
Bakari ya Bakari, Bakari ya Bakari, Allah ighfir. 181 pages, dont un chapitre présentant la situation des musulmans en Côte d'Ivoire depuis la période coloniale et concernant la vie du cheikh, l'auteur remonte à sa tendre enfance, son parcours initiatique qui germe en Égypte jusqu'à ses premiers pas de leader religieux. Jeune et plein d'idées novatrices, son parcours n'a cependant pas toujours été idyllique, car viendra le moment des épreuves, mais aussi l'ouverture de nouveaux chantiers communautaires, sorte de récompense à son abnégation. Dans le chapitre final, Touré Aliou dresse l'état des lieux et les différents défis, ceux de la foi, de l'unité et le défi politique après le départ du guide de la Oumma. L'ouvrage dépouillé donc d'artifice, car se voulant le plus explicatif possible, sa rédaction a débuté en 2013 et l'ambition était simple, comme le dit l'auteur lui-même, démontrer que Boakari Fofana, décédé le 17 mai 2020, a été l'architecte de la consolidation de la foi et de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Alors, comme on vient de le voir, c'est vraiment sous sa responsabilité qu'il y a eu des efforts de rayonnement de l'islam. Les communautés, les mosquées vont naître. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques faits majeurs? Oui, quelques faits majeurs. D'abord, lorsqu'il vient, il a connu quelques échecs. Il a d'abord essayé de travailler avec une organisation qu'on appelle les musulmans orthodoxes. Ça n'a pas marché. Il sentait que son souci et son ambition n'étaient pas partagés. Il essaie aussi d'investir la grande mosquée de la Djamé pour pouvoir amener les fidèles à prendre la religion dans cette dimension que lui, il voyait. Ça ne marche pas là aussi. Et il décide de se tourner vers la jeunesse. Et c'est à ce moment que ça commence à marcher. Il forme une équipe avec deux autres personnes, El Hadj Tidiane Ba et El Hadj Lamine Kaba. À trois, on les appelait les trois mousquetaires qui, eux, ont commencé à travailler progressivement en direction de la jeunesse, les étudiants, les jeunes dans les quartiers et puis les cadres. Et progressivement, ça va prendre. Ça va amener donc la création de plusieurs associations pour prendre le champ social du pays, c'est-à-dire les jeunes, les associations de jeunesse, les associations estudiantines, scolaires, les associations des femmes, les associations des cadres, et puis après, dans les communautés vont se créer, c'est-à-dire ce sont des mosquées qui ont des gestions modernes, et qui sont gérés par des cadres qui, eux, donc, vont animer ces communautés-là. Mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Il a connu beaucoup de difficultés. Plusieurs années hors du pays, notamment aux États-Unis, avant de revenir, de regagner la tête de l'organisation, notamment le COSIM. Ça a été quand même un parcours où il y avait beaucoup de difficultés. Oui, beaucoup de difficultés. Et M. Coulibaly, sachez que ces difficultés, la grande majorité de ces difficultés venaient même des musulmans eux-mêmes. Oui, parce qu'il y avait plusieurs obédiences, on préférait telle organisation par rapport à telle autre. Oui, bien sûr. Notamment, avant de pouvoir installer sa vision des organisations, il a dû affronter la vision traditionnelle qui était incarnée par ce qu'on appelle le Conseil supérieur islamique. Et là, à l'issue d'une bataille, il a réussi donc à créer en 1993 le CNI et ensuite le COSIM, c'est-à-dire les associations fédérées, et ensuite le Conseil des imams comme étant le clergé musulman qui va donc gérer toutes ces associations-là. Alors on ne pourra pas tout dire de ces œuvres, tant il y en a tellement d'immenses, de par la qualité comme la quantité, mais l'une des dernières, c'est assurément la télévision Al-Bayan. Oui, bien sûr. Le cheikh Aïma Boakari Fofana a toujours compris que la communication est un pouvoir. Vous êtes de la communication, vous savez. Donc, depuis les années 1974, il a essayé de faire en sorte que les musulmans aient une audience aussi au niveau de la télévision nationale, notamment avec l'émission Allahu Akbar. Ensuite, à la radio, une autre émission, mais ce n'était pas suffisant. Il a fait des essais, il a créé des journaux, un journal Allahu Akbar qui expliquait l'islam aux gens. Et puis progressivement, avec l'évolution, on en est arrivé à une radio Al-Bayan, ensuite une télévision Al-Bayan,
avec d'autres structures telles que les structures en ligne, Islam Info et autres. Donc aujourd'hui, Al-Bayan, c'est une fondation qui est importante, qui n'a d'autre but que de transmettre le message pacifique de l'islam et de formation des musulmans pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans le tissu social ivoirien. Dans la dimension nationale de l'homme, quels étaient ses rapports avec les autres confessions religieuses? Les rapports sont simples. Vous savez, il n'y a vraiment pas de problème entre les religions en Côte d'Ivoire depuis toutes ces années. Simplement, Cheikh Boukari Fofana estimait que dans une certaine application de la laïcité, le pouvoir aussi laissait un peu, défavorisait un peu les musulmans. Et dans ce cadre-là, il s'en plaignait souvent. Mais sinon, avec les autres religieux, il n'avait aucun problème. D'accord. Merci, Touré Anliou. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Cheikh Boukari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. Vous êtes passé, donc évidemment, on a parlé de la vie de cet homme religieux qui était vraiment pleine, entière au service des siens et aussi des autres. Cheikh Boukari Fofana, donc une œuvre pour mieux comprendre cette personnalité qui a profondément marqué la communauté. Évidemment, il faudra la voir pour tout comprendre. Merci pour ces quelques minutes avec nous dans le journal de 20h dans la page culture. Monsieur Touré Anliou. Merci. Et je rappelle que cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration pour les croyants, car elle offre le pardon de ses péchés à celui qui se livre à un recueillement sincère, repenti à l'invocation. C'est ce soir, Laylatul Qadr, la nuit du destin, l'interview à quelques jours de la fin du mois de Ramadan. Pendant cette soirée, les musulmans se rendent à la mosquée pour prier une bonne partie de la nuit et la célébration officielle se tient à la grande mosquée de la Riviera. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit du cadre. On retient cette pensée du sage. Parfois, celui qui demande qu'on lui répète quelque chose n'est pas forcément sourd. Dieu le voulant, on se retrouve demain.